ça a toujours été notre histoire. C'est-à-dire que concurrence frontale avec les mastodons, ça, c'est notre vie, en fait. Je pense qu'on lève pas assez la tête pour donner de la visibilité sur ce qu'on fait par rapport à nos confrères, à nos clients, tu vois. Et on devrait le faire plus aussi. On peut pas avoir un marché qui se réduit et pas faire de commerce derrière. C'est impossible. Celui qui se réveille maintenant pour le mettre en place et qui croit que en recrutant et en mettant en place cette procédure maintenant, les effets seront dans 2 semaines, il se trompe. Bienvenue sur TRM on thème, le podcast qui fait battre le cœur du transport, de la logistique et de la supply chain. Je suis Victor Gonzalez, transporteur passionné et cofondateur de Barry. TRM on thème, c'est un podcast qui met en lumière les histoires, les idées et les transformations qui façonnent cette industrie. Ici, on va parler de tout. Des épopées d'entrepreneurs qui ont fait l'histoire du TRM, des innovations qui tentent de transformer le secteur, des histoires des PME, des ETI familiales, des défis qu'ils rencontrent et de leurs initiatives pour s'adapter à un monde en mouvement. L'objectif de ce podcast, vous donner envie de regarder le transport autrement, avec curiosité et respect. Alors embarquez avec nous et profitez du voyage. C'est parti. Salut Quentin. Salut Victor. Comment ça va? Eh ben écoute, parfait. Impeccable. Et toi? Eh ben moi, trop bien. Bienvenue à Paris. Hein. Ben ouais, on est à Limeil-Brévannes exactement. On vient de partir du parking de DGS Transport. Transport DGS Transport? Bon, écoute, peu importe, hein, mais disons DGS Transport pour DGS être Transport. Okay. Corporate. Dirons-nous. Nous, on se connaît bien parce que ça fait quelques années qu'on se fréquente. Tu as été le tout premier à me faire confiance chez Barry. Je sais pas si tu le savais, mais quand je t'ai vendu l'app, ça marchait pas encore. Ça fonctionnait pas. Donc ouais, ça fait quoi? 4 ans, mais un peu plus de 4 ans, je crois, maintenant. C'est ça. C'était fin 2020. C'était juste après le Covid. Ouais, juste après le Covid qu'on s'est rencontrés. Et puis on a des parcours un peu similaires, des histoires qui sont croisées, nos papas, mon frère, nos boîtes. Donc voilà, je suis trop content de t'accueillir aujourd'hui dans TRM on thème. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et puis DGS Transport? Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi c'est donc Quentin, 36 ans, 35 ans. Repreneur de l'entreprise familiale depuis une dizaine d'années, je dirais. Et après, j'ai un parcours assez classique, je dirais, où déjà passionné de sport, donc ça a pas mal occupé la jeunesse. Et puis après, rapidement, quand même, une grosse passion pour ce qu'on appelle l'activité professionnelle, mais en fait, on la définit pas vraiment comme ça, finalement. Mais donc un parcours qui a directement été, en fait, dès la sortie du bac, orienté sur le commerce. Ouais. Sur le commerce. Et puis les idées qui ont rapidement venues pour de reprise d'entreprise familiale. Et à partir du moment où je pense que tu connais ça, où tu sais à peu près ce que tu veux faire, bah derrière c'est focus et puis t'es sur les rails et puis on fonce. Donc après ça a été classique, un DUT GLT, donc gestion logistique et transport à Évry. C'était pas mal, c'est vraiment assez académique quoi. Et puis après l'Istelli, on est parti avec des potes rencontrés au DUT justement à Évry. On est parti sur l'île. 1 an, on voulait un petit peu s'expatrier dans le Schnorr. Donc on a été sur l'île et puis on a fait nos études ensemble et après un master sur Paris. Voilà. Okay. Mais rapidement, alors j'ai fait quoi comme master? J'ai fait un master Istelli, okay. MTLCI, okay. donc à Paris quoi. Donc pur transport. Pur transport. Voilà, en alternance chez une petite entreprise qui s'appelle Géodis. Ok. Donc l'idée c'était d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans les grosses entreprises. Je pense que c'est assez classique, mais ça marche. Tu faisais quoi comme job là-bas du coup? J'ai fait du plan de transport en fait. Enfin, ouais. J'ai fait un peu de service client et un peu de plan de transport. Donc à gérer des tractions, à vérifier des horaires d'arrivée de traction. Voilà, donc je sais pas s'ils nous écouteront, mais un petit coucou à mes maîtres de stage de l'époque. Ouais, qui s'appellent des super gens. Donc il y avait Cyril Delage et Magali, voilà, qui m'ont pris en main et qui ont. C'était ma première expérience et finalement en fait, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a pas longtemps, Cyril. Je lui ai toujours dit que ça restera mon seul patron. Enfin, ça restera, j'espère en tout cas, mais ça a été mon seul patron. Voilà, donc.
Et après, C'est t'es les tout de limites. suite rentré Ouais, chez après, DGS. tout de suite. Ouais. C'était à une époque où, en fait, chez Géodis, si tu veux, ils avaient gelé un petit peu les embauches. Tu vois, Ouais. la période n'était pas top. Ils voulaient me garder, mais bon, pas d'embauche, quoi, hein, tout simplement. Donc après, on a pris. Puis la tentation était trop forte. Tu sais, c'est trop fort de voir, d'avoir plein d'idées pour l'entreprise, d'y passer un peu de temps, de s'y intéresser. T'as tellement envie rapidement de mettre les mains dedans que tu y vas, quoi. Voilà. Donc directement, et puis après les années passent. Voilà. Ok. Donc ouais, un parcours classique. Ok. Un parcours classique qui a été drivé par vraiment l'envie d'entreprendre, quoi. C'est Ok. surtout ça. DGS Transport, du coup, en quelques Alors mots. ouais, DGS, donc c'est une entreprise que mon père a donc créée en 83. Ok. Mon père était dans l'agriculture, Ouais. donc bon, c'était pas facile, pas toujours facile. Il vendait en fait ses fruits et légumes sur Rungis. Il était Donc, producteur? il était producteur, ouais, bien Ok. sûr. Bien sûr. Ici, en Île-de-France? Non, en fait, c'est dans le Gâtinais, donc c'est le sud de l'Île-de-France. Ok. Que ma famille, enfin mon grand-père était agriculteur. Donc ouais, il a pas voulu travailler avec mon grand-père dans la ferme, donc il a pris son indépendance. Et il vendait ses fruits et légumes à Rungis, dans un truc qui s'appelait le Carreau des Halles, hein, dans le marché de Rungis. Ok. Et il a entendu l'opportunité de mettre un camion en sous-traitance pour un groupe de transport à l'époque. Et il a démarré comme ça. Ok. Voilà. Comme beaucoup, hein? Comme beaucoup. Voilà, comme ton père, je crois aussi, non? Non, pas du tout. Non? Ah ok, bah, rien à voir. Non. Faudra que tu m'expliques d'ailleurs. Ouais, je te dirais ça. Et j'ai prévu de tourner un épisode avec papa. Ah bah quand même, ça c'est la base. Mais ça va être chaud, tu vois. Ça va être chaud. Ah ouais, pourquoi? Être 1 heure dans une bagnole avec papa, micro, GoPro, Ouais. et Sans dire des conneries? ouais, mais tu sais, il y a vachement d'humilité et Ouais. de pudeur Ouais. dans notre famille. Je sais pas comment c'était j'ai trop chez toi. Ouais, pareil. Mais Je vois ce que tu veux dire. du coup, ouais, je pense qu'il appréhende un peu. Moi, je Ouais. suis trop chaud pour. Ouais. J'ai plein de questions un peu piquantes à lui poser. Ouais. Mais je crois qu'il appréhende un peu. Ça va pas être facile. Non. Je pense que, tu vois, en se projetant, ça va pas être facile. Ouais, Mais bon, c'est vrai. ah bah, j'écouterai l'interview avec grand intérêt en tout cas. Donc du coup, ouais, il passe des fruits et légumes au transport. Il démarre Au avec un transport, camion. il démarre avec un camion. Je dirais derrière, il a mis 30 ans à faire un job que tu peux pas faire en 3 ans en fait. C'est impossible, même en 5 ans. C'est-à-dire faire toutes les bonnes choses et toutes les erreurs que tu puisses faire. Se fâcher avec ton banquier parce que quand tu as besoin d'argent, c'est là qu'il veut plus te suivre. Tu vois. Mais finalement, trouver un autre qui décide de te suivre. Donc, il a vraiment beaucoup travaillé. Ma mère l'a rejoint aussi rapidement dans l'histoire. Et non, il a fait vraiment un job exceptionnel à structurer en fait la distribution en région parisienne. Donc, mettre 1, 2, 3, 4, 5 camions. Et puis en 92, il a eu une bonne idée et aussi une opportunité d'organiser en fait une plateforme, ce qu'on appelle Étoile. Ouais. C'est une plateforme d'échange entre transporteurs de différentes régions de France qui viennent s'échanger les flux sur la plateforme à Paris. Et cette plateforme était en difficulté et il a tous les transporteurs de province, hein, donc de Rennes, de Bordeaux, etc., l'ont appelé un soir en disant Guy, notre plateforme est en difficulté, nous on a besoin d'un organisateur de cette plateforme sur Paris. Nous, on va pas venir à Paris, c'est pas notre région. Toi, t'es parisien, t'es à côté. Bah écoute, on te demande de prendre tes responsabilités et en fait d'ouvrir la nuit pour organiser cette plateforme, c'est-à-dire embaucher des gens pour décharger les SMI et recharger. Et lui, il y a vu direct, comme il est commerçant avant tout, il y a vu direct une opportunité pour DGS de se créer son plan de transport. Bah, bien sûr. Voilà, d'avoir un peu comme d'ailleurs mon père l'a fait, je crois, hein, Ouais. mais de se créer son plan de transport de messagerie directement sur la plateforme. Et c'est ça qui a fait en fait grandir DGS avec beaucoup de commerce dès le départ, en s'orientant, en allant chez les clients, en disant écoutez, on peut ramasser vos flux et expédier dans toute la France. Voilà. Et DGS a grandi comme ça et s'est développé en fait pendant 15-20 ans comme ça, en allant dans un marché compliqué, parce que la messagerie c'est quand même Bataillé. c'est hyper bataillé. C'est hyper bataillé. T'as plein d'entreprises qui ont eu d'énormes difficultés, des grosses boîtes, hein, enfin des Maury, des Cernam, t'en as eu plein. Et en fait, DGS et mon père, c'est toujours différencié par la valeur ajoutée, par la qualité, avec l'humain avant tout, je dirais. L'humain vis-à-vis du client, notamment, hein, tu vois, avoir quelqu'un qui te répond, parler à Jacques ou à
ou à Hélène et non pas à une personne dans les bureaux autour d'une, tu vois. Et en fait, ça a été un peu un contre-pied. Pourtant, ça paraît simple, mais ça a été un peu un contre-pied de par la structure de ce marché qui était en fait fait de gros. Et il a réussi à se différencier comme ça. Voilà. Avec une croissance toujours, toujours maîtrisée. Ouais. Tu vois, l'idée, c'est pas de faire du volume. C'est d'adapter les moyens au volume que tu peux rentrer. Si les volumes que tu fais rentrer sont cohérents face à l'identité de l'entreprise et du service de l'entreprise, quoi. Ok. Je vois que tu connais bien la région parisienne quand même, parce que tu prends des itinéraires qui sont à peu près logiques jusqu'à maintenant. J'ai fait complètement par hasard. Sérieux? Je me laisse guider. Je suis là, ok. Là, il y a pas trop de bouchons dans cette rue. Viens, on va par là, quoi. Bah écoute, nickel. Hein. Ok. Il n'y a pas eu un virage. Donc le réseau Ouais. étoile, c'est TSE, c'est ça? TSE, exactement. Transsystème. Alors, faut pas confondre avec les TSE. Il y en a deux, Il y trois. a plein de des acronymes dans le transport. T'en as plein. Voilà. Après, nous, tu le vois pas sur le marché parce que c'est pas une. En fait, c'est pas une marque. Ouais. C'est tu veux le parti pris, ça a été de dire, c'est un outil pour les transporteurs, mais c'est pas un outil qui va être commercialisé. Ouais. Tu vois. Donc en fait, tu le vois pas. T'as pas de site web, t'as rien de tout ça. Par contre, les transporteurs qui participent à ce réseau-là connaissent TSE par le concept, par les réglementations, par les tarifs, par les procédures qui sont du réseau, quoi. Voilà. Ok. Virage international? Ouais. Bah ça, donc c'était plutôt lié à mon arrivée. Et je sais pas si T'arrives en quelle année, toi? Moi, j'arrive en 2012. Ok. 2012. Donc en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que stratégie, oui, forcément, on se fixe tous des stratégies. Après, c'est souvent en fait, tu t'inspires souvent de quelque chose qui marche, tu vois, un petit client, un petit succès, et tu te dis, bah tiens, si ça a marché, pourquoi pas le reproduire et le passer à l'échelle. Exactement. Et en fait, on a démarré l'Inter comme ça. On avait un client, un fabricant de peinture qui nous amenait quelques positions par jour de Belgique. Ok. Tu vois, et avec mon père, bah, moi, dans les premières années, il m'emmenait faire les négos tarifaires tous les ans en Belgique. Donc, tu prenais la voiture, t'allais négocier tout ça. Et bah, déjà, une autre langue, une autre culture. T'arrives au Benelux, tu prends l'autoroute. Je sais pas si t'as déjà été dans ce coin-là. Si, Putain, quand t'es passionné de transport, là-bas, t'as des joujoux partout, quoi. Tu vois, ah ouais, c'est Jardiland. c'est un truc de fou. Donc, ça a donné envie d'y aller. Et puis, Jardiland, Disneyland. Ah, t'as dit c'est Jardiland. Bah, pourquoi pas, hein, tu peux planter là-bas. Tu peux planter. Et ça pousse comme ça pousse partout. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai pris une mission avec Ubifrance à l'époque, qui est un organisme qui aide les entreprises à s'exporter. À s'exporter, ouais. Une mission de prospection. Et puis après, la voiture est passée des semaines là-bas à faire le tour des boîtes et à dire je suis un réseau français, on peut livrer vos colis et vos palettes sur la France, et ça a démarré comme ça. Ok. Voilà. Et puis après, petit à petit, on a grandi là-dessus. Aujourd'hui, c'est 50% de l'activité de l'entreprise, quoi. Donc c'est un virage qu'il fallait prendre. Avec de la distribution de fret de confrères internationaux. Ouais. En France, mais aussi des clients internationaux, des grands chargeurs internationaux. En fait, il y a eu deux étapes. Il y a eu l'étape où en fait on a vendu notre réseau aux logisticiens européens en disant on peut être votre outil de distribution. Et après, c'est comme au national. Et donc là, tu prenais ta mallette. Je prenais ma mallette commerciale, les cartes de visite. On est les plus beaux, on est les plus forts. Puis en fait, si tu veux, si on parle un peu stratégie aussi, ça a correspondu au moment où tous les réseaux franco-français qui n'étaient que présents en France, soit étaient en liquidation, soit se faisaient racheter par des mastodons. Donc, par exemple, par des réseaux mondiaux. Kuehne+Nagel, par exemple, a racheté Alloin, qui était un réseau purement français parce que Kuehne n'avait pas de réseau en France et il fallait qu'il s'équipe d'un réseau en France. Tu as eu aussi Schenker, qui a racheté Joyau. Cernam a été repris par Geodis, tu vois. Tu as eu plein de concentrations et en fait, nous, du coup, étant basé à Paris, c'est quand même là. Quand tu as un flux qui vient de l'import, la première place où c'est juste à Paris, 25% de la consommation en France, c'est Paris, tu vois. Tu fais l'aller-retour depuis Bruxelles dans la journée. Voilà, tu fais l'aller-retour depuis Bruxelles et puis c'est là où les flux sont consommés majoritairement. Donc en fait, on s'est présenté en tant que franco-français. On a fait notre premier salon à Munich en 2015. On était quasiment les seuls Français à faire Munich. Et donc ceux qui souhaitaient avoir affaire à un interlocuteur à dimension
d'une Ouais. dimension plus abordable que. Ouais. Et surtout, ce qui a surtout compté, c'est l'aspect concurrence. Ouais. C'est-à-dire que un transporteur indépendant de, je sais pas, de Hambourg, par exemple, peut pas remettre ses flux à un réseau français qui lui-même est installé en Hambourg. Bien sûr. Tu vois, parce que les informations commerciales des clients, elles remontent en Allemagne et les commerciaux allemands vont taper les clients de départ. Tu vois. Bien sûr. Donc ça, c'est pas. Et nous, on a senti ça en disant voilà, on est indépendant et on a le plan de transport. Okay. Et en fait, après, avec le temps, un bon flux transport, il peut pas marcher que dans un sens. Ouais. Pour charger le camion dans l'autre sens. Donc rapidement, ces transporteurs et ces commissionnaires de transport. Bon, c'est sympa. Vous bossez bien. Il y a un million, tu bosses bien. Mon camion, il finit à Paris, il est vide. Donc en fait, on a été voir nos clients français et on a fait du commerce pour vendre de l'export. Okay. Donc pourquoi mon client français qui me donne des palettes à livrer à Marseille, il me donnerait pas des palettes à livrer en Allemagne? Donc on a blindé. Et donc la concurrence frontale, du coup, avec encore une fois avec les mastodontes, quoi. Ah bah direct. Mais en fait, ça a toujours été notre histoire. Ouais. C'est-à-dire que concurrence frontale avec les mastodontes, ça c'est notre vie en fait. Ouais. Par contre, proposition de valeur complètement différente. Et l'enjeu, et je sais que c'est un truc que tu mets bien en avant aussi avec le commerce, c'est comment définir et comment vendre cette proposition de valeur, parce que le dire, ça suffit pas. Ouais. Ça marche pas, le dire. C'est bien d'avoir un kakémono et une plaquette, mais. Voilà. Puis même, on peut pas être objectif. Tout le monde dit qu'il est le meilleur. Bien sûr. Forcément. Un transporteur m'avait dit une fois, ma différenciation, Victor, elle tient en 3 mots. La qualité et la qualité. Ah. Et ouais. Mais et comment il le sait, le client et le prospect qui est pas encore client? C'est ça. Et tant qu'il a pas essayé, il peut pas le savoir. Il peut pas le savoir. Et l'enjeu, c'est de dire, et alors on n'est pas de la pub à Barry, hein, je le dis quand même parce que je le pense. L'enjeu, c'est de dire, réfléchissons, mettons des moyens, investissons, comme on pourrait investir dans n'importe quoi dans notre métier, investissons dans des outils, dans des choses qui nous font vendre et proposer cette valeur ajoutée. Ouais, voilà, c'est pas mal, ça. C'est en tout cas important et je pense que le métier en a besoin. En tout cas, nos types d'entreprises ont besoin de ça, quoi. Okay. Donc, je dirais après, c'est pareil, hein, vendre de l'export, du national, vendre de la logistique, vendre plein de choses. C'est à peu près la même chose. On a à peu près tous la même façon de travailler. Et c'est notamment en messagerie où la différenciation, elle est pas si évidente que ça, quoi. C'est un segment, comme on disait tout à l'heure, à batailler. Il faut travailler fort pour se différencier. Là, on a tous plus ou moins le même plan de transport. On a tous plus ou moins le même distributeur sur les régions qui sont moins denses. Clairement. Donc ouais, faut la bosser, cette promesse commerciale et cette proposition de valeur. Et avec ce qu'on continue de constater, la contraction de nos marchés là, ça va être de toute façon de plus en plus vrai, ça. Tu l'as senti fort, toi? Ah oui. Bah, de toute façon, je pense qu'il faut être aveugle pour pas le voir, en fait, pour pas le constater, hein. Ouais. Mais c'est pour ça que ouais, la période est en même temps stressante, mais en même temps hyper intéressante. Parce que ça nécessite d'autant plus de s'allier avec des entreprises sérieuses, avec des gens sérieux aussi, puisque c'est et de sortir son épingle du jeu. Sortir son épingle du jeu, exactement. Quand il pleut des volumes, globalement, le gâteau grossit et tout le monde avec. Voilà. Mais quand ça se resserre, ouais, c'est là où faut être meilleur, quoi. C'est ça. Et de toute façon, les volumes, c'est assez écrit. Les volumes vont baisser, sont amenés à baisser. Donc forcément, si on veut garder le marché, en tout cas, les volumes du marché vont baisser. Le gâteau va être de moins en moins gros. Donc si on veut garder nos minimums de volume nécessaires à faire partir nos camions, etc., il va falloir qu'on en prenne un peu plus aux autres, aux gros, quoi. Pour ça, faut faire du commerce. Et pour ça, faut faire du commerce. Donc, souvent, alors c'est un peu, on grossit le trait, mais souvent on se dit, ok, bah si le marché ne supporte plus des entreprises comme les nôtres, on doit faire partie des derniers à résister. Voilà. J'aime bien l'idée, ouais. C'est l'enjeu, quoi. C'est l'enjeu. Mais c'est super intéressant. Donc, il y a encore à faire. Je pense que même pour une entreprise qui se crée, je pense que ça reste possible, quoi.
Il y a du taf quand même. Il y a du taf. Il y a du taf. Mais de toute façon, il y a du taf dans tout. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, non, super intéressant. Ok. Super intéressant. Donc une boîte qui croissance maîtrisée, toujours portée par son commerce, Ouais. un commerce international dans un deuxième temps parce que les opportunités, qui induit un commerce national parce qu'il a fallu équilibrer ses flux et une émancipation, mais de base, Ouais. parce que concurrence frontale avec les mastodontes. Exactement. Ok. C'est bien résumé. C'est un petit peu ça. Et aussi focus sur les hommes et femmes qui font l'entreprise. Ça se ressent vachement quand on arrive chez toi, tout le monde a le sourire. Ouais, bah après je pense que c'est le cas. Après, c'est pas non plus simple tous les jours. Tout n'est pas parfait tous les jours non plus, mais globalement, on investit dans les moyens. C'est-à-dire que quand tu as des dérives, des trucs, on laisse jamais le problème. On procrastine pas ce genre de situation où je sais pas, il y a du boulot d'un coup et du coup faut mettre un peu plus de moyens. Et ben on analyse la situation et on essaye de prendre les décisions qui vont bien derrière, quoi. C'est important, je pense, de donner de la visibilité à nos collaborateurs. Essayer d'en donner, même si on n'en donne pas assez, jamais assez. En tout cas, faire le max, donner les efforts pour le faire, quoi. Des fois, se poser un petit peu, dire allez, stop, posons-nous, regardons les points de vigilance, comment sont nos collaborateurs, qu'est-ce qui peut les freiner en fait dans leur développement personnel au sein de l'entreprise et après investir dedans, quoi. Une boîte résolument tech, Ouais. et même depuis un peu dans la génétique. Je crois que ton père qui bossait sur la norme DI. Si, c'est ça. En fait, il a travaillé sur notamment la norme DI matières dangereuses. Ok. Donc avec Calvacom, qui est une société qui a pignon sur rue Et dans un le DI. partenaire historique. Voilà, de quasiment beaucoup de transporteurs et beaucoup de chargeurs. Ouais. Et il a développé à l'époque avec Calvacom la norme matières dangereuses dans le DI, en fait, mais toujours portée par les clients. Tu vois, c'est un client qui a été initiateur de ça, Ok. qui est un de nos clients historiques d'ailleurs. Et on a travaillé ensemble par nos clients et c'est aussi notre histoire de pouvoir de se développer grâce à nos clients. Ok. Voilà, c'est la base, je pense. Bah, tant qu'on en est sur un sans transition. Sans transition aucune. Sans transition aucune. Parce qu'on parlait des hommes juste avant ça. Ouais. Tu sais que moi j'ai une petite anecdote. Et quand mon frère est venu s'installer sur Paris, à l'époque, c'était en 2012. Ouais. Non, même avant, en 2008. En 2008, quand Et mon il était frère est venu courageux, s'installer Benjamin. sur Paris, mon père lui a dit, quand on va sur Paris, il y a une personne qu'il faut rencontrer, c'est Monsieur Manceau, ton papa. Mon père. Du coup, mon frère, il a pris sa petite mallette et il est venu se présenter chez DGS Transport en disant bonjour, je m'appelle Benjamin Gonzalez, je suis transporteur et je viens m'installer sur Paris. Voilà, et ce que je compte faire, nos champs de concurrence ou de non-concurrence, mais du moins on pose les choses. On pose les bases. Et on se rencontre et on sait qui on est. Qui on est, exactement. Ouais, super. Et dans la trajectoire de DGS, mais du coup, ça nous fera la transition, du coup, Ouais. pour tout trouver. Ouais. Quand il y a quelques années, vous êtes venus vous installer sur Bordeaux, ben, même chose avec ton C'est père, ça. vous êtes venus tous les deux venir à notre tour de venir vous voir parce que vous avez eu la politesse de venir vous présenter quand vous êtes installé à Bordeaux, donc à Paris, donc à notre tour de nous présenter quand on s'installe à Bordeaux. Exactement. C'est super important. C'est super important de savoir, encore une fois, on peut tout faire, on peut se croiser, on peut parfois être concurrent, confrère. Le plus important, c'est d'avoir un minimum de lisibilité. Bien sûr. D'honnêteté, de savoir vivre, être humain, quoi. Bah ouais. En fait, tout simplement. Tout simplement. Et c'est vrai que c'est une anecdote assez sympathique. Ouais. Assez sympathique. Et moi, si je l'avais pas fait, de toute façon, je me serais pris la pression par mon père. Ouais. T'as dit, t'arrêtes tes conneries. Donc, ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, après, on est aussi tous
plein de choses, on est à fond sur nos entreprises et tout. Je pense qu'on lève pas assez la tête pour donner de la visibilité sur ce qu'on fait par rapport à nos confrères, à nos clients, tu vois. Et on devrait le faire plus aussi. On en souffre de ça. Donc quand on peut le faire et prendre le temps d'aller se présenter, d'aller échanger, parce qu'en fait il y a souvent beaucoup plus de synergie que de points de friction, il faut le faire. Il faut le faire. De ouf. Ouais. Mais en effet, ouais, ça c'était l'histoire pour la transition, hein, l'histoire de DGS. Après les installations sur diverses régions de province. Ouais, parce que là, ça a poussé comme des champignons. Ouais, enfin, je dirais comme des champignons. C'est vrai que en fait, c'est toujours pareil. On a un gros client qui se développe pas mal en France, qui lui a besoin en fait de services un peu spécifiques. Ouais. Et en fait, poussé par ce client-là et par d'autres, ça a toujours, on se dit, dans telle ou telle région, il y a un besoin. Si l'ambition, c'est pas de s'installer partout, certainement pas. C'est de rester moyen, quoi, une entreprise moyenne, vraiment. Mais s'il y a une région à fort enjeu et qu'il y a un client qui a un besoin, faut y aller. Voilà, faut y aller. Faut y aller parce que sinon, c'est des points de risque aussi, quoi. Donc là, c'était le cas. Il s'est avéré que ce cas-là, ces 4 dernières années, notamment de par l'activité internationale import, on a eu ce cas-là 3-4 fois d'affilée, quoi. Tu vois. Donc ça nous a permis de lancer des petites antennes qui restent des PME locales, vraiment. Chaque antenne en fait a sa spécificité, à sa particularité. Donc tu es installé à Bordeaux, Lille, Lyon et dans le 64. Yes. Voilà. Et encore une fois, ouais, chaque agence a sa typologie de flux, a ses particularités. T'en as qui vont être à Bordeaux, par exemple, on fait de la messagerie. Ouais. Tu vois. À Lyon, on n'en fait pas. Parce qu'on a un confrère qui le fait très bien, avec qui on travaille depuis longtemps, partenariat historique, et ça a été vraiment s'installer pour faire un produit particulier, je dirais. Donc, tu vois, il y a pas de. Ça peut paraître très bizarre, hein. C'est d'ailleurs étonnant de se dire quelle est ta stratégie. Ta stratégie, là, tu fais de la messagerie, là, t'en fais pas. En fait, oui et non. Le plus important, c'est quoi? C'est d'apporter la solution au client. Si mon client a besoin que je livre, je sais pas, de la distribution palettisée très spécifique sur telle région de France, et que j'ai pas la solution, je vais m'installer et je vais faire cette particularité, même si elle correspond pas forcément à mon modèle historique parisien. Tu vois. Le point, il faut aussi en même temps trouver un point d'équilibre pour pas trop se disperser. Donc c'est un espèce de mix entre les deux qui me paraît intéressant en tout cas. Mais toujours drivé par les clients, quoi. Toujours drivé par les clients. Alors, 64, je crois que c'était, ça remonte un peu. Ouais, c'était en même temps que Bordeaux. Ouais. En même temps que Bordeaux. Ouais, c'était pour mailler Un trou, une solution de distribution dans le département. Ouais. Okay. C'est ça. Paris versus province. Je dirais que il y a des différences majeures. Hein. Ouais, il y a des différences majeures. Alors déjà, en tant que gérant d'entreprise, si tu veux, ce que j'ai appris assez rapidement, c'est que tu gères pas de la même façon une entreprise dans laquelle tu as les pieds tous les matins qu'une entreprise à distance. Ouais, faut pas être, faut être lucide à ce niveau-là, quoi. Faut être lucide à ce niveau-là. C'est pas pareil. C'est plus simple de maîtriser. Et j'ai un grand respect pour les grands groupes qui ont 40, 50, 60 agences en France. Tu vois, à gérer des trucs comme ça, c'est incroyable, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Après, oui, Paris, c'est spécifique. Paris, c'est les bouchons. Paris, c'est le stress. Paris, c'est le turnover. Paris, nos salariés ont toujours une opportunité proche parce qu'il y a du travail. Les clients, ils ont tous les transporteurs à leur porte. Mais en même temps, le client qui est bien avec un Parisien et qui a sa solution fiable avec un Parisien, forcément, il sait que c'est compliqué, donc faut aussi faire attention être conscient de la solution que tu as, quoi, qui fonctionne bien. Donc, mais Paris, oui, Paris forcément, c'est spécifique.
Et c'est essentiellement une flotte de sous-traitants que tu as sur Paris, comme beaucoup. Ouais. C'est le même modèle sur la province? Ou vous avez aussi du conducteur salarié Il y a globalement plus de conducteurs sur la province, même si on essaye toujours d'avoir une partie de sous-traitance qu'on a toujours intégré dans nos process. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la sous-traitance de premier niveau, c'est surtout des moyens en fait qui sont mis à disposition de l'entreprise et des sous-traitants qu'on intègre dans notre stratégie, tu vois. Et la meilleure image que je peux te donner, c'est à Paris, quand il a fallu répondre aux ZFE. Ouais. Tu vois, nos sous-traitants, c'est surtout des sociétés plus petites, artisanales, des artisans, des gars qui se donnent pour leur boîte, quoi, tu vois, qui travaillent beaucoup, etc., qui n'avaient pas forcément la situation financière assez solide pour acheter des nouveaux camions, puisque l'enjeu ZFE, c'est le camion propre. Et le camion propre, il est neuf et il coûte cher. Tu vois. Et en fait, il a fallu, donc on a décidé, nous, d'investir pour nos sous-traitants. Ok. Et on a monté une filiale, en fait, où on a acheté des camions, donc des porteurs de distribution, de messagerie, qu'on met à disposition, qu'on loue, en fait, à nos sous-traitants à prix coûtant. Et l'idée, c'est pas une entreprise qui... l'idée, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de faire du bénéfice là-dessus. L'idée, c'est de répondre à un besoin, en fait, sur Paris et d'intégrer en tant que partie prenante nos sous-traitants dans l'histoire, quoi. C'est toi qui as les CAPEX, donc les mettre à disposition, quoi. Exactement, tu les mets à disposition et en fait, c'est un vrai partenariat, quoi. C'est un vrai partenariat. C'est ce qu'on a mis en place, ça fonctionne super bien, vraiment. Et tu vois, tous les sous-traitants qui travaillent avec nous, limite, il y a plus d'ancienneté chez les sous-traitants que chez nos salariés. Incroyable. Parce que c'est pareil, c'est des entreprises qui sont reprises de père en fils, etc., quoi. Donc non, c'est hyper important. Je sais pas comment tu gères ça, toi. Toi, t'as plus une... J'ai plus beaucoup les rênes, moi, dans l'entreprise de transport, c'est Benjamin, mon frère Benjamin, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. On sait plus au téléphone qu'on a nos femmes, tu vois, donc ça va, c'est ton frère, pas de jalousie. Et puis je reste très connecté à ces sujets parce que avec ce que j'ai à faire chez Barry, c'est important que bien sûr. que je garde les pieds sur terre, les mains dans le cambouis, que je comprenne mon écosystème. Bien sûr. Nous, on a toujours eu une approche plus salariée, mais déjà on était en province de base. Nous, c'est des conducteurs salariés, des camions qui nous appartiennent depuis. Ça, c'est dans la génétique. Et on commence à faire rentrer un peu de sous-traitants sur de la distribution locale pour mettre un peu d'agilité là où on en a besoin. Mais pareil, on a des mecs avec lesquels on bosse depuis plusieurs années, quoi. Et ça se passe plutôt très bien. On n'est pas là pour les essorer, bien au contraire, quoi. Mais je dirais que c'est super intéressant et peu importe que ton modèle soit de la sous-traitance ou du chauffeur propre, le plus important, c'est comment tu gères les moyens et comment tu intègres, que ce soit tes chauffeurs ou tes sous-traitants, dans ta stratégie, dans ton entreprise, en fait, tu vois. Et je dirais, peu importe. Après, soit tu te fais facturer, soit c'est une fiche de paye. Voilà. Mais si tu gères mal un salarié, il partira. Si tu gères mal un sous-traitant, soit il va se casser la gueule, entre guillemets, ou soit il partira aussi, quoi. Donc, c'est surtout ça. C'est surtout les moyens engagés à la gestion de tout ça, quoi. Voilà. C'est quoi la vision de DGS dans les prochaines années? À quoi on doit s'attendre? Il y a des investissements majeurs. Il y a des nouveaux virages stratégiques qui vont être pris. Écoute, c'est aussi... tourner à l'international, globalement décarboné en grande partie parce que Paris. Clairement. Proposition de valeur plus proximité avec des clients, cette âme commerciale qui définit l'entreprise. La suite, c'est quoi? En fait, c'est exactement ça. C'est se dire, il y a des cycles. Hein. On sort d'un cycle, comme on se l'a dit tout à l'heure, où on a pas mal investi dans les nouvelles implantations pour répondre à tout ça. Et en fait, des fois, il faut savoir aussi mettre le frein pour structurer
Donc, quand tu as des bâtiments, quand tu as des camions, quand tu as des nouvelles agences, il faut y mettre derrière un plan. Et ce plan-là, il faut le mettre en œuvre, que ce soit commercial. C'est-à-dire, ouvrir une agence en commerce, je sais pas si ça a beaucoup de sens. En tout cas, même si l'agence vit, entre guillemets, il faut aussi assurer l'avenir et le renouvellement. Donc ça, c'est important. Et non, c'est vraiment structuré. Donc, faire un petit stop sur la croissance, en tout cas, de la croissance de nouveaux services, etc., pour consolider, que ce soit les process, donc la façon dont tu gères les chargements, les transits, les livraisons, et aussi le commerce, forcément. Investir dans le commerce, réinvestir dans le commerce, toujours. On a... Ouais, t'as un gros service déjà là. Ouais. Tu nous en parles un peu? Ouais, bien sûr. On a mis longtemps à se chercher dans le commerce, et grâce à une impulsion, t'es pas étranger à ça d'ailleurs, Barry n'est pas étranger à ça. Mais grâce à une impulsion il y a quelques années, on a dit ok, posons-nous et refaisons un petit peu le commerce. Donc on a travaillé sur nos process commerciaux. Déjà, le premier truc qu'on a mis en place, c'est un CRM. Ouais. Au départ, on a mis le CRM en place sans la personne pour gérer le CRM. On s'est rendu compte que c'était une connerie. On a embauché rapidement une responsable marketing et communication qui, elle, est la gestionnaire du CRM, entre guillemets. Parce que avoir un CRM sans former les gens pour bien renseigner le CRM, ça n'a pas de sens. Donc, il faut y mettre des structures. C'est pareil, communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer avec des mailings chez nos clients, etc., sans vraie stratégie, ça n'a pas de sens non plus. Donc, on a investi aujourd'hui, on a un CDI en marketing. Je sais qu'il y a peu de transporteurs à notre taille qui l'ont, en tout cas. Mais ça a été un élément essentiel de l'entreprise. Donc ça, le commerce a commencé par ça. Et puis après, on a structuré le commerce. Alors il y a eu on a fait des erreurs aussi, plusieurs phases. Voilà. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, si je dois synthétiser, que il y a aussi des profils différents. Tu vois, tu as des gens qui sont là pour gérer des comptes clients ou prospects, et tu as des chasseurs. Ouais. Voilà. La chasse, c'est un métier en tant que tel. La vente, c'est un métier en tant que tel. Et il faut, c'est compliqué de faire de la vente et en même temps de gérer un compte client. C'est possible. Enfin, c'est incroyable, hein. Mais ne serait-ce qu'une journée suffit pas pour faire les deux, et c'est pas les mêmes enjeux en fait. Donc mais c'est dur. C'est dur quand tu pars de zéro de se dire c'est pas un commercial qu'il te faut, c'est deux. Tu vois. c'est super dur. Et un bon transporteur, on compte. Exactement. Ok, combien tu me ramènes? Maintenant, je sais ce que ça coûte, mais combien ça va rapporter cette histoire? Comme un salon, comme tu vois, comme tout ça. Mais finalement, quand tu fais le compte, je pense que tu es rarement déçu. Je sais pas quel retour tu as là-dessus, toi, mais. Alors, moi, là où je suis content, c'est que je vois autour de moi et dans l'écosystème de plus en plus de recrutement de commerciaux. J'étais hyper content du recrutement de ta responsable market. On a opéré, je crois, pendant 2 ans le marketing pour toi avant que tu réinternalises le sujet. J'étais là, trop bien en fait. Si on a pu faire le transfert de compétences, allumer la mèche et voilà, faire maturer le sujet, trop cool quoi. Une chasse bien animée, logiquement ça marche. Logiquement ça marche. Quoi. Pourquoi ça marcherait pas? Pourquoi ça marcherait pas? Tout le monde cherche à recruter des commerciaux partout. C'est un métier pénurique. Oui. Tout le monde. Et il n'y a pas photo, on peut pas s'en passer. Surtout, est-ce que tu disais tout à l'heure, dans un monde où c'est bon, c'est fini les volumes, ils vont arrêter de pleuvoir et de grossir tous les ans. Si on s'y colle pas, ça va être compliqué. Parce qu'on a quand même, on va pas se mentir, un seuil en fait, un seuil bas d'activités pour lesquelles qu'on doit avoir, quoi, remplir nos camions, etc. Donc on peut pas avoir un marché qui se réduit et pas faire de commerce derrière, c'est impossible. C'est impossible. Donc et ça se gère. Ça se gère comme on pourrait retravailler sur une tournée qui est mal construite ou autre. Et travailler un process commercial, c'est un vrai travail, quoi. Avec des routines, des outils. Des outils. Combien, par exemple, je parlais du service prospection. Ouais. On a pris le parti de prendre des jeunes des en alternance pour faire de la prospection téléphonique.
me rappelle, je les ai eus en Tu formation. les as eu en formation. Voilà. C'est bullshit. Ça fait peur, la prospection téléphonique. Et les gens se disent, bah attends, premier truc, mais tu as dû l'entendre aussi, on n'est pas chez SFR. Quentin, qu'est-ce que tu fais? Mais justement, c'est parce qu'on n'est pas chez SFR qu'on fait ça. Tu vois? Comment tu vas, on revient sur la proposition de valeur, comment tu vas présenter ta proposition de valeur? Comment tu vas le mettre en œuvre dans un appel de prospection? Comment tu vas obtenir un rendez-vous? Combien de commerciaux savent décrire quel est le mode d'emploi pour obtenir le meilleur mode d'emploi pour obtenir un rendez-vous? Donc, on a pris les jeunes, on les anime, une réunion par semaine, on fait des écoutes d'appels de prospection. Voilà, ça permet aussi qu'ils se challengent entre eux. Tiens, bah ça a bien marché. Tiens, regarde, j'ai été plus dans l'écoute ou alors j'ai dit telle ou telle phrase, bah j'ai obtenu le rendez-vous derrière. Bah, l'autre, forcément, s'il voit que ça marche, il va essayer de le faire. C'est un vrai travail, quoi. C'est un vrai travail. Derrière, il faut l'écrire, il faut le rédiger, il faut le faire vivre et il faut le mesurer parce qu'il n'y a pas de bon travail s'il n'est pas mesuré. On mesure tout. On mesure les taux de remplissage, nombre de postes dans le camion, la pression des pneus, la conso. Mais on mesure pas cette motricité commerciale. Bien sûr. Bien sûr et tu vois, chez les jeunes, on a des trucs, souvent, je m'entends dire, mais le process est toujours le même. Le jeune, il arrive. Les premiers mois, on lui dit, écoute, donc une journée de prospection, donc il y a 4 quarts de journée, d'accord? Un quart de journée, c'est 1 heure de prospection. Combien d'appels tu estimes pouvoir faire dans 1 heure de prospection? On part sur un chiffre. Tu vois, disons que c'est 60 par jour. Ben, le jeune, tout le temps, mais ça, je peux le dire à chaque fois, il va nous dire au bout de 3-4 semaines, oh, mais de toute façon, le nombre, ça sert à rien, c'est la qualité. Le nombre, ça sert à rien, le nombre, ça sert à rien, le nombre, ça sert à rien. Derrière, tu dis oui, le nombre, ça sert à rien. Moi, j'attends pas que. C'est pas forcément 60 appels qui m'importent. C'est que tu me dises quel est le résultat de tes 60 appels. Et si tu me dis que finalement, c'est pas 60, mais c'est 20 qu'il faut faire, moi, je suis OK avec ça. Par contre, prouve-moi que avec 20 appels, tu auras autant de rendez-vous, autant de résultats commerciaux qu'avec les 60. Et fais-les tous les jours. Et fais-les tous les jours. Voilà. Nous, on sait par notre retour d'expérience que 60 appels, ça a toujours mieux marché que 20. Maintenant, si toi, tu es convaincu et tu es sûr que 20, ça marche mieux, moi, je suis OK avec ça, mais tu vas devoir me le démontrer par des chiffres, par des résultats. Donc, OK, on essaye une semaine. Et à la fin, je veux des rendez-vous avec des prospects qualifiés. Voilà. Et finalement, il revient souvent 2-3 semaines après en disant, je vais repasser à 60, tu vois. mais parce que, voilà, mais au moins, c'est mesuré et c'est OK, quoi. C'est OK. Donc, ouais, tout ce qu'on dit, c'est un vrai, c'est du travail, quoi. C'est du travail. Moi, j'ai kiffé mettre en place ça avec tes équipes. C'était trop bien. Ouais, c'était bien. C'était trop bien. Super intéressant. On laisse les sets de prospection, le book de vente. C'est ça. Déployer le CRM. Exactement. C'était trop bien. C'était trop bien et ça prend du temps. Je sais pas, je dirais que le cycle, c'est quoi pour bien installer ça 3-4 ans? Ça dépend de l'énergie que tu y mets, mais Ouais. 3-4 ans avant d'arriver à voir quelque chose de ultra finalisé, peut-être, ouais. Ouais. Mais en 3 mois, Oui, t'avais des mecs qui t'es passé de 0 prospection à OK, on prospecte tous les bien jours, sûr. on a une structure, on a un book de vente, on a Bien sûr. on a un script, Ah on oui. sait ce qu'on dit, on gagne des rendez-vous tous les jours, on Oui. fait rentrer des nouveaux clients tous les jours, quoi. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Je dirais que la mise en place, c'est rapide du moment que tu travailles vraiment dessus. Mais derrière, si tu veux vraiment des résultats commerciaux, qui viendront, hein, si le travail il est fait en amont, les résultats viendront, c'est obligatoire. Mais il faut, je dirais, qu'il y ait un aspect RH aussi, hein. Avoir les bonnes personnes. Aujourd'hui, on recrute plus nos alternants comme on les recrutait hier. Tu vois, on va chercher, on a grâce C'est pas à les notre- mêmes. pas les mêmes. Grâce à notre retour d'expérience de ces 2-3 dernières années, on sait mieux qu'hier ce qui marche ou ce qui marche pas. Et ce temps-là, il est long. Donc, en fait, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut pas tarder. Voilà, à gauche. Faut pas tarder parce que si, par exemple, aujourd'hui, on est là depuis quelques mois, on sent dans le transport une vraie baisse des volumes, celui qui se réveille maintenant pour le mettre en place et qui croit que en recrutant et en mettant en place cette procédure maintenant, les effets seront dans 2 semaines, il se trompe. Donc, en fait, mais il faut le faire aujourd'hui pour demain, en fait. Plus tard on commence, plus tard on commence. Plus tard on commence, plus tard on commence. Tu vois, nous, je prends là, il y a quand même un gros virage IA qui est en train
d'arriver, c'est une déferlante Tu le qui va sens, ouais. arriver. Ah ouais, je le sens, c'est monumental et je sens que j'ai déjà 1 an de retard sur le sujet. Et donc, là, prends le sujet à bras le corps. C'est ma priorité 2025. Comment j'implémente efficacement, pas mettre de l'IA parce que c'est fun, parce que c'est à la mode, etc. Mais globalement, quelles sont toutes les tâches à très faible valeur ajoutée qu'on peut automatiser? Comment est-ce que je peux créer plus de valeur chez mes collaborateurs? Comment est-ce que je peux faire en sorte de ma responsabilité sociale que mes collaborateurs soient pas has-been Bien dans sûr. 3 ans parce qu'ils savent pas l'utiliser? Ah oui. Donc, former tout le monde, identifier tous les processus dans lesquels on peut en injecter, notamment service client. Ça va transformer les services clients. C'est sûr. Le nombre de fois par jour où on répond au téléphone pour dire oui, c'est bien livré, ou ça sera livré dans 1 heure, ou je vous envoie la POD. Bah oui. Ce genre de truc, il faut mettre de l'IA, quoi. Bah oui, bien sûr. Précisément. Exactement. Non, mais ça, c'est super important. Sans oublier que l'IA, c'est pas intelligent. Oui, bien sûr, L'IA, c'est des algorithmes. quand même. Hein. Non, mais Ça commence à être solide. oui, non, mais c'est très solide, mais c'est statistique. Ça restera toujours statistique. Ouais. Mais, non, mais autant considérer ça et l'utiliser, comme tu le dis, sur des tâches à faible valeur ajoutée, sur tout un tas de choses qui peut permettre à nos collaborateurs et à nous-mêmes de faire des choses à vraie valeur ajoutée. Bien sûr, L'enjeu de l'IA, il est là. bien sûr. Tu vois, il faut pas, je pense, non plus être dupe en se disant, je mets de l'IA dans mon entreprise, tout va bien aller, quoi. Tu vois. Bien sûr que non. Et je pense que on doit prendre l'IA, on doit le mettre en place chez nous, mais c'est l'un des problèmes. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'est l'IA. Ah, bien sûr. Ça, c'est un problème. Mais comme tu disais, j'attends pas 2028 qu'il soit trop tard pour le faire et de devoir le faire parce que tout le monde le fait et que je dois rattraper un retard concurrentiel. Mais je l'implémente aujourd'hui parce que c'est l'heure de le faire, en fait. Mais bien sûr. Non, mais C'est juste l'heure de le faire. Il vaut mieux que je sois parmi les premiers que parmi les derniers. Exactement. Mais comme tu l'as très bien dit, comme le commerce. C'est-à-dire prendre le sujet du bon bout, mais en tout cas le prendre. Le prendre parce que le retard pris maintenant, c'est le retard qui va se retrouver demain dans mes gestions des process, dans tout ce que l'IA pourrait m'aider à mettre en place dans mon entreprise, c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, les cycles sont à peu près tous les mêmes. Quand un truc arrive sur le marché, que ce soit l'IA, que ce soit telle ou telle technologie, il y a toujours une phase où on se dit conjoncture. voilà, mais il y a toujours une phase où on se dit ça marchera jamais, ça c'est de la connerie. Puis 6 mois après, on dit ouais, on va regarder quand même. Et puis 2 ans après, on se dit putain, On a bien fait. on a bien fait. C'est la bonne solution. Je pense qu'on est tous fait de la même façon, tu vois. On rejette toujours le truc, quoi. C'est toujours rassurant de rejeter le truc bizarrement. mais non, faut le mettre en place. De toute façon, Ok. encore une fois, nos clients nous attendent aussi là-dessus. Ouais, j'imagine. Comment on conclut? Ça fait 63 minutes qu'on roule. Comment on conclut? Par quoi on boucle la boucle? On a fait un peu d'histoire d'un papa commerçant qui passe des fruits et légumes à son camion, qui fait grandir cette entreprise par le commerce, de toi qui rentre dans cette boîte et qui continue de la faire grandir sur toujours cette fibre commerciale, nationale, internationale. Des 3-4 dernières années du parcours où on a, ensemble d'ailleurs, testé Bien plein de sûr. choses, recruté des mecs, fait des bourdes, mis en place un schéma de prospection continue pour aller optimiser ces outils et ces investissements que tu as fait ces dernières années avec la croissance de l'entreprise portée par ces opportunités, mais qu'il faut équilibrer. Une petite divergence sur la techno ces 5 dernières minutes avec l'IA. Comment tu te vois conclure cet échange? En fait, je dirais que ce que je conclurais, c'est que ce soit l'IA, le commerce, etc. J'ai envie d'en fait profiter de ce moment-là pour parler à tous les jeunes qui ont des parents transporteurs ou pas, qui ont un projet d'entreprise. En fait, on a quand même un métier super intéressant, super basé sur l'humain
les technologies, tout ce qu'on peut voir dans d'autres domaines, le luxe, etc., qui eux utilisent plein d'outils, on peut aussi les utiliser dans le transport. Que oui, c'est difficile. Le marché du transport est un marché compliqué, mais je pense que tous les autres marchés le sont aussi, et qu'en fait, il y a de la place. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de place pour les petites et moyennes entreprises. Mais faisons du commerce, quoi. Allons chercher des clients. Qui vont nous faire grandir. Forcément, on doit aussi travailler avec des confrères, c'est sûr, c'est la base, mais faisons du commerce. Écrivons notre stratégie et mettons-la en place, quoi. Et il y a de la place, donc il faut entreprendre dans le transport. C'est un marché qui demande qu'à entreprendre. Et si les petites et moyennes entreprises n'entreprennent pas, c'est les gros qui le feront à notre place. Donc, je dirais que tous ces sujets, finalement, sont les mêmes, quoi. Ça nous ramène tous au même point. Allons-y, quoi. Avançons. On n'est pas non plus dans un discours idéaliste, hein. Mesurons aussi les propos et avançons pas n'importe où et n'importe comment et à n'importe quel prix. Par contre, si tu crois que c'est la bonne option d'aller là, vas-y, fonce. Fonce si tu as fait le tour du sujet et que si t'es pas foufou dans ta tête et que tu estimes que c'est là qu'il faut aller, vas-y. Tous ceux qui ont réussi, de toute façon, ça a démarré comme ça. Ils ont tous essayé. Ils ont tous essayé. Et ça a démarré par une idée transformée. Voilà. On est toujours meilleur à se tromper qu'à rien faire. C'est évident. Donc voilà. Merci pour cette heure, Quentin. Merci à toi. Merci pour ces 4 dernières années C'était de génial. partenariat et de confiance. C'est génial. Hâte d'aborder les suivantes. Ouais, c'est clair. Ça laisse rêveur. Avec toi. Même si ça va être chaud, mais moi j'aime bien quand ça secoue. Ouais, c'est clair. Et puis à bientôt. Allez, Dans à TR très et bientôt, Montem. Victor. Yes, ça marche et merci pour tout. Merci à toi. Allez, ciao Victor. Félicitations, vous êtes allés jusqu'au bout de cet épisode de TR Montem. Merci de liker, de partager autour de vous et bien sûr de nous laisser 5 étoiles. Ça nous aide énormément à faire résonner la voix de notre industrie. Il y en a tellement besoin. Si vous souhaitez vous aussi participer à ce format, raconter votre histoire, partager votre vision, vos secrets, ou une innovation qui pourrait transformer le secteur, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis Victor Gonzalez et je vous dis à très bientôt sur TR Montem.